Visiblement, quand Ricciardo se prend une tollée par quelqu'un dans les médias, il répond en piste. Villeneuve l'avait incendié au Canada et les arguments étaient et sont toujours solides si vous voulez mon avis. Et cette fois-ci, c'est le grand Helmut Marko qui est carrément en train d'annoncer publiquement que Ricciardo sera écarté au profit de Liam Lawson. P9 dimanche quand même, voilà, vous en faites ce que vous voulez, il a fait une très belle course. Bienvenue dans le Fast 5 réactions sur le Grand Prix d'Autriche 2024 de Formule 1. C'est parti, mais je vais tenter quand même de faire pas trop long. Il y a un paquet de trucs à dire. Bon alors depuis Monaco, la malchance n'a pas quitté Charles Leclerc qui se retrouve avec des mines complètement désabusées et paumées en répétant tout le temps les mêmes phrases. Faut qu'on travaille pour comprendre pourquoi. Et le plus difficile, c'est qu'ils ont beau tout tenter, on a l'impression que dès que ça fonctionne un petit peu ou que ça peut fonctionner, bah bam, il y a de la malchance, il y a un truc qui foire. Alors cette fois-ci, ça a été l'anti-stall en sprint quali, je crois. Le fameux je tente le tout pour le tout en qualif après le sprint. Et puis bah il endommage sa planche. Puis on a eu aussi le sandwich là où il avait rien demandé au départ du Grand Prix dimanche. Alors à ça, on rajoute le rythme de la Ferrari qui est pas vraiment là puisque les Mercedes sont passés quand même devant. McLaren qui est un peu plus loin encore puisqu'ils sont en train de se friter avec Red Bull. Bon bah les rouges ferment le top 4. C'est relou pour Charles qui perd du terrain sur Verstappen qui cette année est justement pas intouchable. Alors ce qui est terrible, c'est que Charles a été méga constant cette année, qui avant le Canada n'était pas sorti du top 4 en course, top 5 si on prend l'Espagne et qu'on accorde un DNF. Donc c'est méga serré. La moindre erreur et le moindre moment un peu difficile à passer, bah faut aussi bien le gérer de ouf parce que trop serré quoi. Et avec 4 passages au stand pour tenter de faire une sorte de 3 stops, on va pas compter le tout premier passage, Leclerc arrive à refaire surface dans les points avec le problème du premier tour et les 15 secondes qui le séparaient de tout le paquet en début de Grand Prix. Alors il le dit en interview, ils auraient peut-être pu optimiser un peu plus la stratégie, sachant qu'il s'est retrouvé bloqué derrière Norris. En fait il était suffisamment rapide pour passer l'anglais et se dédoubler, mais pas assez pour s'échapper, donc c'était un peu l'enfer. Du coup il était obligé de rester derrière Norris. Carlos Sainz, malgré ce podium ce week-end et que l'on prise énormément d'ailleurs depuis le début de la saison, a raison notamment pour son intelligence de course par exemple, il enfonce pas nécessairement le clou pour autant sur Charles Leclerc parce qu'il y a quand même un 6-4 en course pour le monégasque. Bref, la chance de Leclerc, c'est que Norris a abandonné et n'a pas marqué de points, mais Verstappen s'éloigne toujours un petit peu plus. On vit donc un low comme on dit chez Leclerc. La question c'est quand est-ce que ça va s'arrêter et surtout comment ça va se passer avec un peloton de tête qui est aussi serré quoi. Et sur un Grand Prix stratégique qui se jouait pas mal sur les calculs pour les 2 premiers relais et qui ne garantissait d'ailleurs pas du tout une fin de course comme on l'a eu, on a eu droit à ceux qui ont fait une sorte de première partie d'un spectacle, voilà, Alpine. Alors c'est toujours aussi intéressant de voir qu'il n'y a toujours pas de consigne d'équipe, surtout dans ces moments aussi chauds, vu ce qu'il s'est passé ces dernières semaines. On laisse les pilotes se battre, ça a pris encore plus de temps du coup avec Alonso pour Esteban Ocon et après ça a peut-être coûté aussi une tentative pour que Gasly dépasse Ricciardo. Bravo les gars, donc dans un sens comme dans l'autre, ça s'est tiré des balles dans le pied au lieu de jouer en équipe comme l'a fait As par exemple, mais on va y revenir. Sur les défenses d'Ocon, parce que vous allez me poser la question, c'est agressif, parfois au-delà de la limite, notamment au T3, quand Esteban n'avait pas le choix que d'envoyer Gasly au large, donc ça va pas. Pour le reste, Ocon ferme les portes clairement, notamment sur Alonso, il n'y a absolument rien, il suit juste sa trage, mais on voit là une différence je trouve de génération dans la manière de faire la course. Un Alonso, un Hamilton, à la place d'Ocon, aurait eu tendance à laisser peut-être un petit peu d'espace sur la droite et ça aurait été justement un spot pour attaquer, ce à quoi Alonso s'attendait probablement. Donc le waouh avec l'expérience qu'il a m'a un peu surpris je trouve, et puis c'est pas la première fois qu'il fait une bataille avec Esteban Ocon. Par contre waouh sur le frein sur Joe au T3, j'ai pas compris l'erreur, c'est surprenant pour le coup de la part de Fernando Alonso de bloquer les roues et d'emboutir une voiture comme ça. Bon, alors pour le reste avec Pierre, j'ai trouvé 2 pilotes vraiment agressifs, incisifs, que ce soit sur les attaques ou même les défenses. Gasly faisait en sorte de rester milieu de piste pour empêcher Ocon de revenir sur la trajectoire, donc oui ça lui compromettait un peu plus son virage, c'est très intelligent de la part de Gasly. Ça a dû se frôler, voire même se toucher 1 ou 2 fois, mais c'est resté dans l'ensemble assez propre je trouve. Ils ont juste perdu un maximum de temps et ils ont perdu probablement un maximum de pneus dans cette phase de course. Dommage, un point pour Gasly. Gasly était plus vite et ça se voyait. On a vu Ocon perdre une dérive des copes arrière, je sais pas du tout à quel point tu perds de la perfo ou pas, mais en on-board
Même avant ça d'ailleurs, on voyait un arrière particulièrement loose. Ça glissait beaucoup pour Esteban Ocon. En tout cas, l'équipe avait pas l'air d'être au courant, disait Esteban en interview. Donc bon, on a dû rien lui dire dans l'équipe parce que la terre entière a eu le ralenti. Ou alors peut-être que l'équipe regarde autre chose que la course, mais on va partir du principe que non. Alors quand même, pour Alpine, il y avait bien mieux à faire de mon point de vue que de les laisser se battre. Encore une fois, surtout face à Haas, leur concurrent direct qui vient de faire un hold-up. Donc ciao Esteban, comme l'a dit Pierre, mais arrivederci les Alpines du coup, hein, parce que voilà, Haas ils sont partis loin devant. Merci pour le divertissement avant la phase finale de la course. En tout cas, on s'est bien amusé. Peut-être un petit peu moins chez Alpine. Les Haas ont donc bien fait le hold-up, un énorme bravo parce que ils ont vraiment tout aligné, ils ont été très intelligents sur la gestion de leur course. Je vous rappelle que ça s'est aussi attaqué en début de course entre Magnussen et Hülkenberg et que Magnussen n'était pas très content de faire de la gestion de pneus avant que le pit wall de Haas justement soit un peu plus proactif que celui d'Alpine. Par contre, ils ont un petit peu surpris tout le monde pour le coup avec la stratégie moi le premier. Parce que faut prendre en compte que ça pit au tour 10 avec les médiums quand tu es censé faire le double de tour sur ses pneus. Donc je me suis dit, bon, ils tentent de se décaler justement pour pas avoir du trafic, etc. Mais ils vont le payer plus tard dans la course, c'est sûr. Sauf que ils avaient tout prévu, les mecs. Tout le monde partait sur du potentiel médium, hard, médium, parce que le pneu jaune était celui qu'on connaissait bien. Et dernièrement, le hard donnait pas beaucoup de performance. On galère beaucoup à le faire fonctionner, etc. Donc les équipes voulaient pas forcément, étaient un peu fébriles, on va dire, sur ces hard. Sauf que la Haas, vous savez qu'elle mange les pneus surtout en fin de relais et du coup la perf s'écourte plus vite que les autres. Alors à quel point c'est encore vrai depuis le début de la saison, c'est une bonne question, mais du coup les hard, ils vont peut-être réussir à mieux les faire fonctionner que les médiums par rapport à tout le monde et donc potentiellement aller peut-être plus loin. Alors non seulement ils ont bien timé leur arrêt pour gérer le trafic, mais ils ont géré leur pilote avec des consignes claires et nettes en début de course, mais en plus de ça, ils avaient un vrai rythme de course en faisant médium, hard et hard. Et les autres équipes n'avaient pas forcément la possibilité de faire la même stratégie parce que il leur restait plus de médium que de hard, etc. Enfin voilà. Donc P6 pour Hülkenberg et P8 pour Magnussen. Boum, 12 points dans la besace et ça repasse large devant Alpine. Désolé, mais je trouve sincèrement que c'est une masterclass. Hülkenberg mérite largement le pilote du jour, mais bon, on sait tous que cette récompense n'est qu'un concours de popularité sur les réseaux sociaux. Malheureusement, c'est un peu dommage, mais Hülkenberg, il a fait une course d'enfer, vraiment. Effectivement, on n'a pas eu le fameux podcast de la Cool Room présenté par Max Verstappen. Il n'était pas disponible, donc c'est George Russell qu'on a eu à la place. Là, je vois vos regards, vous êtes en train de vous dire, tiens, il y a eu un désistement. Trêve de plaisanterie, tout vient à point qui sait attendre comme on dit et ça a été le cas pour George Russell. Russell savait que ça pouvait potentiellement mal se passer entre Verstappen et Norris, donc fallait se positionner pour récupérer les pots cassés. Même Esteban Ocon qui s'était fait prendre un tour par les deux un petit peu plus tôt l'a dit en interview. Je sentais que ça allait mal se terminer cette histoire, donc ça voilà, je pense que tout le monde était bien briefé que c'était pas ouf. Alors George Russell il s'est bien positionné déjà en faisant le job en qualif pour prendre la P3. En Autriche la Mercedes pouvait pas beaucoup faire mieux. Derrière il compte un peu aussi sur un Leclerc qui est absent, un Piastri qui a la voiture pour être devant mais qui fait une petite erreur de track limits, donc ciao. Et c'est abusé soit dit en passant, hein, complètement d'accord avec tout ce qu'il a dit, Oscar Piastri, non, il aurait pas dû se faire annuler le temps mais bon ça c'est un autre problème. Le Sainz, bon la qualif c'est pas spécialement son truc et avec le Lewis ils étaient pas très loin non plus. Bon évidemment je vous fais pas un dessin, j'ai pas oublié Sergio Pérez, c'est lui qui s'est oublié quand on prend 8 dixièmes par son coéquipier et qu'on est P8, c'est la boulette, c'est la sauce, c'est la merguez, le tout à emporter s'il vous plaît, merci, au revoir. En course, c'est Hamilton et Pérez qui donnent le coup d'envoi des arrêts au stand pour les leaders, mais Russell est le seul à remettre des médiums avant de terminer sur les hard. Fin du deuxième relais, Russell avait l'avantage sur la stratégie en fait. Il est en médium, donc il va s'arrêter un petit peu avant Sainz, et en plus l'undercut fonctionne bien. Donc Sainz peut pas faire grand chose derrière parce que lui il doit repasser des médiums, et Mercedes peut timer le pit stop pour ressortir au bon endroit, hors du trafic par exemple. Donc avantage Russell. Donc Sainz doit couvrir un tour après Russell pour pas trop perdre de rythme, etc. Mais c'est chaud parce que faut emmener les médiums jusqu'au bout pour l'Espagnol. La vraie menace
venait finalement de Piastri qui, avec sa McLaren, avait un rythme de zinzin. Alors heureusement que Piastri a loupé sa qualif et s'est battu avec Perez en début de course, sinon l'histoire aurait pu être un peu différente pour le coup, mais ça a tenu quand même pour George Russell. Et pareil, heureusement peut-être que Hamilton ait rendu la position à Sainz en début de course, parce que sinon il y aurait peut-être eu un fight entre les deux Mercedes et peut-être que ça aurait bénéficié Carlos Sainz. L'Anglais revient à un point de Piastri justement, et les deux recollent à Perez P5 du championnat, dont le rôle est de récupérer le peu que Verstappen ne concrétise pas, mais comme il est absent depuis bien trop de Grands Prix, c'est les autres qui marquent. Alors attention, Verstappen, il est sous pression et pas certain qu'il arrive non seulement à tenir tout seul devant en piste, mais en plus au constructeur, ça peut revenir. Il reste une bonne grosse moitié de saison et à ce rythme-là, si Perez continue d'être loin, ça va être chaud. Bon, on y arrive à cette bataille de fin de course entre Lando Norris et Max Verstappen. Alors, je trouve que la bataille n'a rien d'extraordinaire en tant que telle, mais si on place du contexte, on comprend aussi pourquoi tout le monde s'enflamme. C'est ce qu'on appelle du storytelling. C'est beau. Alors en fait, ça fait 2 ans qu'on se tape une domination assez outrageuse ou outrancière, vous choisissez, de Red Bull et de Verstappen. Mais surtout, personne ne peut les contester cette année, même si dans la plupart des cas, Verstappen a gagné. L'histoire est un peu différente parce que Ferrari, puis Norris et McLaren mettent beaucoup plus de pression sur le néerlandais et Red Bull. En plus, là, dans le cas de notre bataille, c'est Norris, un pilote qui est très populaire. Il est pote avec Verstappen, donc on s'attend à avoir une belle bataille, mais secrètement, on n'est pas non plus contre. Si ça tourne mal, ça va nous donner du gros drama, popcorn, on est preneur, soyez honnêtes. Donc tous les ingrédients sont réunis pour que ce soit explosif sur et en dehors de la piste. Et justement, sur la piste, vous allez probablement péter un plomb. Mais la bataille, bien qu'elle ait duré plusieurs tours, je l'ai trouvée particulièrement brouillonne des deux côtés. C'est pas décevant pour autant, c'est méga cool et j'en redemande, mais ça reste brouillon et c'est un peu dommage. Bon alors, globalement 2 choses en vrai. La défense de Verstappen montre un pilote qui a peur et qui est absolument pas serein sur le pilotage de sa voiture. On a connu en 2022 et en 2023 des défenses beaucoup plus pointues et beaucoup plus propres de sa part. Là, on est revenu à 2016 avec un Verstappen qui est complètement idiot sur ses manœuvres. 2021, même il était un petit peu plus intelligent que ça, donc stop avec les comparaisons avec son combat contre Hamilton, etc. Je trouve que ça n'a pas lieu d'être, donc désolé Andreas, t'es là. Verstappen, c'est que si Norris passe, il va avoir du mal à contre-attaquer, notamment au virage 4, parce que en sprint, Norris s'est fait avoir, il a fait l'erreur une fois, mais il va pas la refaire. Donc la défense est ce que l'on peut juger dégueu de la part de Verstappen. Alors Verstappen défend en réaction à ce que fait Norris, c'est dangereux et c'est au-delà d'une défense qui est correcte. En revanche, techniquement, le règlement l'autorise, car s'il n'a pas changé de trajectoire une fois avant, il peut toujours défendre. Et arrêter avec le « il bouge dans la zone de frein », c'est pas dans le règlement, il n'y a pas de zone de frein dans le règlement. Et donc j'en reviens encore et toujours à ce règlement du coup, qui est mal écrit au possible par des bureaucrates qui n'ont même pas fait un karting en team building. Le règlement autorise les défenses bien trop rugueuses de Verstappen et ça c'est un vrai problème. Si vous voulez une sorte d'échelle de limite entre guillemets, Verstappen quand il se décale très tard et en réaction à ce que fait un adversaire comme avec Norris, notamment de défendre dans la zone de frein, c'est trop tard et c'est au-delà de l'acceptable, donc là-dessus on est tous d'accord. Ocon par exemple, quand il défend sur Alonso à Miami ou Gasly ici en Autriche par exemple, il prend sa décision de défendre non pas en réaction à celui qui est derrière, mais au plus tard possible et juste avant la zone de frein. C'est pour moi l'exemple typique d'une défense qui est à la limite. Il n'est pas le seul à le faire, ce genre de défense, mais c'est je trouve l'un de ceux qui les fait le mieux et qui joue le plus avec la limite tout en restant dans l'acceptable je trouve. Et puis derrière vous avez toutes les autres défenses qui se font toujours généralement un petit peu plus en amont du virage et qui sont entre guillemets normales si on peut dire ça. Bref, donc oui c'est la 1112e fois que je le dis, le règlement n'est pas correctement écrit pour les pilotes et le public par rapport à ce qu'il peut se faire en piste. Une défense en réaction à une attaque c'est dangereux, particulièrement dans une zone de frein, oui, donc ça c'est un vrai problème. Deuxième point, le contact entre Norris et Verstappen qui met fin à leur chance de victoire. Alors c'est là où il y a le problème. Contrairement aux exclamations de Villeneuve qui commence à m'agacer au plus haut point dès qu'il y a une bataille en piste, c'est écrit dans le règlement, un pilote qui a défendu sa position hors trajectoire doit laisser une largeur de voiture entre lui et le bord de la piste. Donc en fait, une fois que tu as défendu à l'intérieur et que ton adversaire a choisi l'extérieur, tu as le droit de revenir vers l'extérieur en laissant toujours une voiture de place entre ta voiture et le bord de la piste. Voilà, c'est exactement ce que fait Verstappen. Donc sur la manœuvre, il n'y a rien à dire. Il a le droit de faire exactement ça. En revanche, sur
sur l'exécution, oui, il y a un léger contact, comme ça peut arriver. Verstappen a un peu trop tassé Norris parce qu'il voulait s'ouvrir le plus possible la trajectoire pour le virage, et c'est juste une petite erreur d'appréciation dont effectivement les conséquences sont assez fortes pour le coup. Et là, vraiment, les deux ont crevé, machin, etc. C'est pas de bol. La même chose est arrivée entre Leclerc et Hamilton à Monza en 2019. Un petit peu trop de tassage, bon, bah c'est des choses qui arrivent. Bref, du coup, la pénalité sur Verstappen, elle est méritée. Je termine sur les attaques de Norris, 2 dive bombs, 2 fois c'est mal maîtrisé, ça va au-delà que ce soit lui ou Verstappen, et pourtant Verstappen était assez calme justement sur ses défenses, là en particulier. Faut dire que Norris devait s'énerver de voir Verstappen défendre en réaction, donc bon, voilà. On avait donc 2 pilotes sur la limite et qu'ils l'ont tous les deux dépassé plus d'une fois. J'ai trouvé cette bataille encore une fois un peu brouillonne et pas bien maîtrisée par rapport à d'autres que l'on a vus. Pourtant on sait très bien que tous les deux ont un immense talent et qu'ils ont le moyen de faire bien mieux. Alors le drama autour sur leur amitié, etc., je le trouve inutile, mais bon, j'ai hâte de voir les deux se battre justement à Silverstone pour le coup. Je sens que ça va être popcorn. Bon allez, je vous laisse avec un bonus semi-bonne nouvelle en Formule 2 de Hadjar qui prend un podium avec un bordel de consignes de course chez Campos, c'est assez incroyable. Et c'était pas facile parce que le Français avait aussi cassé son moteur en qualif. Bref, bravo Isaac quand même, et ça a été malheureusement aussi compliqué pour Victor Martins. Voilà, c'est la fin de ce Fast 5, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos réactions dans les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour le Fast 5 du Grand Prix de Grande-Bretagne. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.